Chapitre 1. Éveil du pensée. Parmi toutes les convictions qui se sont formées en ma présence intégrale au cours de ma vie responsable, ordonnée de façon bien singulière, il en est une, inébranlable, selon laquelle tous les hommes, quel que soit le degré de développement de leur compréhension, et quelles que soient les formes de manifestation des facteurs qui suscitent en leur individualité des idéaux de tout genre, éprouvent, toujours et partout sur la terre, le besoin impérieux de prononcer à haute voix, ou tout au moins mentalement, chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose de nouveau, une invocation, compréhensible pour toute personne, fût-elle des plus ignorantes. Invocation dont les termes ont varié suivant les époques et qui se formule aujourd'hui par ces paroles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, au moment d'aborder cette aventure toute nouvelle pour moi, écrire des livres, je commence moi aussi par cette invocation que je profère à voix haute, bien distincte, et même, comme le disaient les très anciens Toulousites, avec une intonation pleinement manifestée. Cela, bien entendu, dans la mesure où le permettent les données déjà formées en ma présence intégrale, et fortement enracinées en elles, je veux dire ces données qui se constituent dans la nature de l'homme pendant son âge préparatoire, et qui déterminent plus tard, pendant sa vie responsable, le caractère et la force vivificatrice de cette intonation. Ayant ainsi débuté, je peux être tout à fait tranquille, et je devrais même, d'après les conceptions que nos contemporains se font de la morale religieuse, être pleinement assuré que désormais, dans ma nouvelle affaire, tout ira comme sur des roulettes. Bref, je commence ainsi, et pour le reste, je ne peux que répéter avec l'aveugle, on verra bien. Tout d'abord, je pose ma propre main, et qui mieux est la droite, elle a été légèrement endommagée autrefois dans un accident, mais en revanche, elle est bien mienne et de toute ma vie jamais ne m'a trahi. Je la pose sur mon cœur, mon propre cœur aussi. Je ne trouve pas nécessaire de m'étendre ici sur la constance ou l'inconstance de cette partie de mon tout. Et j'avoue franchement que pour moi, je n'ai aucune envie d'écrire. Mais je m'y vois contraint par des circonstances indépendantes de moi, et dont je ne sais pas encore si elles sont accidentelles ou si elles ont été créées à dessein par des forces étrangères. Je sais seulement que ces circonstances m'obligent à écrire non pas quelques bagatelles bonnes à lire pour s'endormir, mais bien de gros, d'importants volumes. Quoi qu'il en soit, je commence. Oui, mais par quoi commencer? Ah, diable, va-t-elle revenir, cette sensation si étrange et si désagréable, éprouvée il y a 3 semaines, tandis que j'élaborais en pensée le programme et l'ordre des idées que j'avais résolu de propager, sans savoir non plus par quoi commencer? Je n'aurais pu définir cette sensation que par ces mots. La peur d'être submergé sous le flot de mes propres pensées. Pour faire cesser cette désagréable sensation, j'aurais pu recourir à la funeste faculté que je possède comme tout contemporain, puisqu'elle nous est devenue inhérente, de tout remettre au lendemain, sans en ressentir le moindre remords de conscience. Et j'aurais pu facilement remettre au lendemain, car j'avais encore du temps devant moi. Mais aujourd'hui, hélas, ce n'est plus possible. Et coûte que coûte, dussé-je en crever, il faut que je m'y mette. Mais vraiment, par quoi commencer? Hurrah, Eureka! Presque tous les livres qu'il m'est arrivé de lire dans ma vie commençaient par une préface. Il me faudra donc, moi aussi, commencer par quelque chose de ce genre. Je dis bien de ce genre parce que jamais, de toute ma vie, presque dès le moment où je sus distinguer une fille d'un garçon, je ne fis rien, absolument rien, comme les bipèdes mes semblables, destructeurs des biens de la nature. Aussi dois-je maintenant, j'y suis même tenu par principe, écrire autrement que ne le ferait n'importe quel écrivain. Au lieu de la préface de rigueur, je débuterai donc par un simple avertissement. Débuter par un avertissement sera très sensé de ma part, pour cette seule raison que cela ne contredira aucun de mes principes, qu'ils soient organiques, psychiques ou même extravagants. En même temps, ce sera tout à fait honnête, objectivement parlant bien entendu, parce que je m'attends avec une absolue certitude, comme d'ailleurs tous ceux qui me connaissent de près, à ce que mes écrits fassent disparaître chez la plupart des lecteurs une fois pour toutes, et non pas progressivement comme cela se passe pour chacun tôt ou tard, tous les trésors qu'ils possèdent, trésors transmis par hérédité ou acquis par leur propre labeur sous forme de notions tranquillisantes, qui n'évoquent que des images somptueuses de leur vie présente ou de naïfs rêves d'avenir. Les écrivains professionnels commencent ordinairement leurs introductions en s'adressant au lecteur avec toutes sortes de titres pompeux et de phrases ampoulées, pleines de mielleuses emphases.
En cela seul, je suivrai leur exemple et commencerai moi aussi par une de ces phrases, en évitant bien entendu de la rendre aussi doucereuse que celle dont ils ont l'habitude et qu'ils manigancent pour titiller la sensibilité des lecteurs, plus ou moins normaux. Donc, mes très chers, très honorés, très résolus et très certainement très patients messieurs, et mes très chères, charmantes et impartiales dames, excusez-moi, j'avais oublié le principal, et mes nullement hystériques dames. J'ai l'honneur de vous déclarer qu'en raison de certaines conditions qui s'imposent à moi en ces dernières étapes du processus de ma vie, je m'apprête bien à écrire des livres, mais sans avoir encore écrit jusqu'ici le moindre ouvrage, ni le moindre article instructif, ni même une de ces lettres dans lesquelles il eût bien fallu observer ce qu'on appelle la grammaire. De sorte qu'aujourd'hui, bien que je devienne un écrivain professionnel, je n'ai aucune pratique des règles et des procédés littéraires établis, pas plus que de la langue littéraire de bon ton, et je me vois forcé d'écrire autrement que ne le font les écrivains ordinaires patentés, à la manière desquels vous êtes depuis longtemps aussi accoutumés qu'à votre propre odeur. Selon moi, ce qui est fâcheux pour vous en tout cela, c'est que, dès l'enfance, il vous a été inculqué un automatisme qui s'est parfaitement harmonisé avec votre psychisme général et qui fonctionne de manière idéale pour la perception de toute impression nouvelle, de sorte que ce bienfait vous épargne désormais, pendant votre vie responsable, toute nécessité de faire le moindre effort individuel. Pour parler franchement, je considère comme l'essentiel de cette confession non pas une inexpérience des règles et des techniques littéraires, mais mon ignorance du langage de bon ton, exigé de nos jours des écrivains et même de tout simple mortel. De mon inexpérience des règles et techniques littéraires, je ne m'inquiète guère, et je ne m'en inquiète pas, car il est dans l'ordre des choses pour nos contemporains d'être profanes en cette matière. Ce nouveau bienfait a surgi et s'est épanoui partout sur Terre grâce à une maladie extraordinaire à laquelle sont sujettes, depuis quelque 20 à 30 ans, toutes les personnes des trois sexes qui dorment les yeux moitié ouverts et dont le visage offre un terrain fertile pour la culture de boutons de toutes sortes. Cette singulière maladie se manifeste ainsi. Si le patient est quelque peu lettré, et si le premier terme de son loyer est payé, il se met infailliblement à écrire un article instructif quand ce n'est pas tout un livre. Or, sachant que cette nouvelle maladie des hommes se propage épidémiquement partout, je suis en droit de supposer que vous êtes immunisé contre elle, comme le diraient les savants médecins, et que vous serez par conséquent moins révolté par mon inexpérience des diverses techniques et règles littéraires. C'est pourquoi je mets l'accent dans cet avertissement sur mon ignorance du langage de bon ton. Mais pour me justifier et pour atténuer la désapprobation de votre conscient de veille à l'égard de mon ignorance de ce langage, si nécessaire à la moderne, je trouve indispensable de dire, l'humilité au cœur et la rougeur au front, que si je l'ai appris, moi aussi, dans mon enfance, du temps où certains aînés qui me préparaient à une vie responsable m'obligeaient, sans ménager les moyens d'intimidation, à rabâcher sans cesse la multitude de nuances dont l'ensemble constitue ce délice contemporain, par malheur, non pour moi, mais pour vous naturellement, je n'assimilais rien de ce que j'avais rabâché, et il ne m'en reste aujourd'hui pas l'ombre pour les besoins de mon activité littéraire. Je tiens d'ailleurs à ajouter que ce ne fut nullement ma faute, ni celle de mes anciens respectables et irrespectables maîtres, si ces efforts humains restèrent vains. C'est en raison d'un événement tout à fait exceptionnel qui se produisit au moment de mon apparition en ce bas monde. À ce moment précis, comme me l'expliqua, après des investigations psycho-physico-astrologiques minutieuses, une occultiste bien connue en Europe, les vibrations entrechoquées d'un phonographe Edison dans la maison voisine firent irruption chez nous par un trou qu'avait percé dans la vitre notre folâtre petite chèvre boiteuse, tandis que la sage-femme qui me recevait avait dans la bouche une tablette à la cocaïne, de fabrication allemande, non ersatz, s'il vous plaît, qu'elle suçait au son de la musique sans en ressentir le plaisir voulu. Abstraction faite d'un tel événement rare dans la vie courante, ma situation actuelle, je m'en avisais, je le confesse, après avoir mûrement réfléchi selon la méthode du Herr Professor Stumpf-Sinn-Schachmausen, tient encore à ce que pendant ma vie d'adulte, j'ai toujours évité, aussi bien instinctivement qu'automatiquement et parfois même consciemment, c'est-à-dire par principe, d'employer ce langage dans mes rapports avec autrui. Et je me manifestais ainsi envers cette bagatelle, mais est-ce bien une bagatelle, grâce à 3 données qui se constituèrent en ma présence générale pendant mon âge préparatoire et dont je m'apprête à vous parler dans ce premier chapitre de mon ouvrage.
Quoi qu'il en soit, il est un fait aussi lumineux sous toutes ses faces qu'une réclame américaine, et qu'aucune force ne saurait modifier, pas même la science d'un expert en affaires de singes, et ce fait est que moi, qui étais considéré pendant ces dernières années par de nombreuses personnes comme un assez bon maître de danse de temple, je deviens à partir d'aujourd'hui un écrivain professionnel. Et je noircirai des feuillets par milliers, cela va sans dire, puisqu'il m'est propre, depuis l'enfance, quand je fais quelque chose, de ne pas y aller de main morte. Mais étant dénué, comme vous le voyez, de toute routine automatiquement acquise et automatiquement manifestée, je me vois forcé d'écrire ce que je médite dans une langue simple, ordinaire, faite par la vie, une langue courante, sans simagrée grammaticale ni manipulation littéraire. Oui, mais nous sommes loin du compte. Je n'ai même pas décidé le principal. En quelle langue vais-je écrire? Certes, j'ai déjà commencé à écrire en russe, mais en ces langues-là, comme l'aurait dit le sage des sages Mullah Nassereddin, on ne va pas loin. La langue russe est excellente, assurément. Je l'apprécie même beaucoup. Mais pour raconter des anecdotes ou dévider avec force épithète élogieuse l'arbre généalogique de quelqu'un. La langue russe est un peu comme la langue anglaise, qui est incomparable pour discuter au smoking room, installé dans un bon fauteuil, les pieds étalés sur un autre, de viande congelée australienne ou même de la question des Indes. Ces deux langues ressemblent au plat que l'on nomme à Moscou Solyanka, où il entre de tout excepté vous et moi, et jusqu'à la tchèchmad de soirée de Scheherazade. Je dois ajouter que grâce à certaines conditions dans lesquelles je me suis trouvé de manière accidentelle, ou peut-être non accidentelle, pendant ma jeunesse, j'ai dû apprendre très sérieusement, en m'y forçant moi-même, à parler, lire et écrire plusieurs langues, au point que je pourrais écrire dans n'importe laquelle d'entre elles si j'avais résolu, pour exercer la profession que m'impose à l'improviste le destin, de me passer de l'automatisme donné par la pratique. Mais pour agir de manière sensée et mettre à profit cet automatisme qu'une longue routine m'a rendu si confortable, il me faut écrire soit en russe, soit en arménien, car il se trouve que pendant les dernières 20 ou 30 années, ce sont les deux seules langues dont je me sois servi dans mes rapports avec autrui, et dont la pratique me soit devenue automatique. Ah, par l'enfer! Même dans un cas comme celui-ci, me voici tourmenté par un des aspects de mon singulier psychisme, si différent de celui de l'homme normal. Et le tourment que j'éprouve en ce moment, en un âge presque trop mûr, vient d'une propriété enracinée depuis l'enfance en ce singulier psychisme, avec tout le bric-à-brac inutile de la vie contemporaine, et qui automatiquement me force, toujours et en tout, à agir selon la sagesse populaire. Dans le cas présent, comme chaque fois que je me trouve devant une incertitude s'impose à ma cervelle, construite de manière si fâcheuse pour moi que j'en suis torturé, une sentence de la sagesse populaire qui nous vient des temps les plus anciens et se formule ainsi. Un bâton a toujours deux bouts. Tout homme de jugement plus ou moins sain, qui chercherait à comprendre le sens caché de cette étrange formule et sa portée réelle, arriverait vite, selon moi, à la conclusion suivante. Toutes les idées sur lesquelles se fonde la conception incluse dans cette sentence reposent elles-mêmes sur cette vérité qui a été reconnue depuis les temps les plus anciens, à savoir que, dans la vie des hommes, comme partout ailleurs, tout phénomène est dû à deux causes de caractère contraire et se divise en deux effets totalement opposés, qui sont à leur tour la cause de phénomènes nouveaux. Par exemple, si quelque chose provenant de deux causes différentes produit la lumière, ce quelque chose produira inévitablement le phénomène contraire, c'est-à-dire l'obscurité. Ou encore, si tel facteur suscite dans l'organisme d'une créature vivante l'impulsion de plaisir évident, il suscitera inévitablement le contraire, c'est-à-dire un mécontentement tout aussi évident, et ainsi de suite, toujours et en tout. J'emploierai donc cette même image, fixée par des siècles de sagesse populaire, d'un bâton qui a bel et bien deux bouts, dont l'un peut être considéré comme bon et l'autre comme mauvais. Si je me sers de l'automatisme acquis par une longue pratique, cela sera certainement excellent pour moi. Pour le lecteur, en revanche, ce sera juste le contraire, d'après cette sentence. Et le contraire du bon, chacun comprend facilement ce que c'est, même sans souffrir d'hémorroïdes. Autrement dit, si je profite de mon privilège pour prendre le bâton par le bon bout, le mauvais ira inévitablement retomber sur la tête du lecteur. Et cela pourrait bien arriver, car il est impossible en russe d'exprimer toutes les subtilités des questions philosophiques que je m'apprête à remuer. En arménien, par contre, c'est possible. Mais au grand dommage de tous les Arméniens actuels, cette langue ne permet pas de traiter de notions contemporaines. Afin d'adoucir l'amertume que j'en éprouve, je dirais que dans ma jeunesse, au temps où je commençais à m'intéresser aux questions philologiques, et même à me passionner pour elles, je préférais la langue arménienne
à toutes celles que je parlais. Je la préférais même à ma langue natale. Elle me plaisait surtout parce qu'elle avait du caractère, et ne ressemblait en rien aux autres langues voisines ou apparentées. Chacune de ces tonalités, comme disent les savants philologues, n'était propre qu'à elle seule, et comme je le comprenais déjà, elle répondait idéalement au psychisme des hommes de cette nation. Mais en quelque 30 ou 40 ans, je vis cette langue se transformer à tel point que, sans avoir complètement perdu cette originalité et cette indépendance qu'elle possédait depuis la plus haute antiquité, elle n'est plus aujourd'hui, pourrais-je dire, qu'un grotesque pot-pourri de langues, qu'un auditeur plus ou moins attentif et conscient percevrait comme un assemblage de sonorités turques, persanes, kurdes, françaises, russes et de sons inarticulés tout à fait indigestes. On pourrait en dire presque autant de ma langue natale, la langue grecque, que je parlais dans mon enfance et dont le pouvoir associatif automatique garde encore pour moi tout son goût. Peut-être aurais-je pu en cette langue exprimer tout ce que je veux, mais il m'est impossible de l'employer ici, pour la simple raison, d'ailleurs assez comique, qu'il faudra bien, pourtant, que quelqu'un transcrive ce que j'écrirai et le traduise dans les langues voulues. Et qui pourrait le faire? On peut dire en toute certitude que le meilleur des experts en langue grecque contemporaine ne comprendrait pas un traître mot de ce que j'écrirais dans ma langue natale, assimilée depuis l'enfance, car pendant ces 30 ou 40 années, mes chers compatriotes, séduits eux aussi par les représentants de la civilisation contemporaine et désirant coûte que coûte leur ressembler, jusque dans leur langage, firent subir à ma chère langue le sort que les Arméniens infligèrent à leur tour, à la leur, dans le désir d'égaler l'intelligentsia russe. La langue grecque, dont l'esprit et l'essence me furent transmis par hérédité, ressemble autant à celle que parlent les Grecs contemporains que, selon l'expression de Moullah Nasreddin, un clou ressemble à une messe funèbre. Que faire alors? Et qu'importe, respectable acheteur de mes élucubrations, pourvu qu'il y ait assez d'armagnac français et de bastourma de Caïsar, je trouverai bien moyen de me tirer d'affaire. J'en ai vu d'autres. Il m'est arrivé si souvent dans la vie de tomber dans des situations difficiles et de m'en sortir, que j'en ai pris, dirons-nous, l'habitude. En attendant, j'écrirai tantôt en russe, tantôt en arménien, d'autant plus que parmi les personnes toujours fourrées à mes côtés, il en est plusieurs qui savent plus ou moins se débrouiller en ces deux langues, et je n'ai pas perdu l'espoir de les leur voir transcrire et traduire d'une manière qui me soit tolérable. Dans tous les cas, je le répète, et je le répète pour que vous en gardiez un souvenir durable, et non pas un souvenir comme celui qui vous est habituel et auquel vous vous fiez pour tenir la parole d'honneur que vous vous êtes donnée à vous-même ou que vous avez donnée aux autres. Quelle que soit la langue que j'emploie, j'éviterai toujours et en tout ce que j'appelle la langue littéraire de bon ton. À cet égard, il est un fait extrêmement curieux, plus digne d'étude que vous ne l'imaginez. Dès l'enfance, c'est-à-dire dès que surgit en moi le besoin de dénicher des oiseaux et de taquiner les sœurs de mes camarades, une sensation instinctive germa spontanément en mon corps planétaire, comme disaient les anciens théosophes, et surtout, je ne sais pourquoi, dans tout le côté droit. Cette sensation instinctive se transforma graduellement en sentiment défini jusqu'à la période de ma vie où je devins un maître de danse. Et cette profession m'obligeant à fréquenter des hommes de types divers, mon conscient fut à son tour convaincu que ces langues, ou mieux leur grammaire, étaient fabriquées par des gens qui, du point de vue de la connaissance de ces langues, ressemblaient aux animaux que le vénérable Moullah Nasreddin caractérise par les paroles suivantes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de discuter avec les cochons sur la qualité des oranges. Ces gens, qu'une hérédité pourrie et une éducation nauséabonde ont transformés en mythes voraces, destructrices des biens qu'avaient accumulés nos ancêtres, et que le temps nous a transmis, n'ont même jamais entendu parler de ce fait criant d'évidence que pendant l'âge préparatoire se constitue, dans le fonctionnement cérébral de toute créature, de l'homme par conséquent lui aussi, une propriété particulière dont les manifestations automatiques se déroulent suivant une certaine loi que les corcolans anciens appelaient loi d'association. Et ils ignorent que le processus du penser de tout être vivant, celui de l'homme en particulier, s'effectue exclusivement d'après cette loi. Puisqu'il m'a fallu aborder au passage la question qui est devenue pour moi ces derniers temps presque une idée fixe, celle du processus du penser humain, je crois possible de parler dès maintenant, sans attendre le chapitre que j'avais assigné à l'élucidation de cette question, d'une information dont j'ai pris connaissance par hasard. Selon cette information, il était de règle sur terre, dans les temps anciens, que tout homme assez hardi pour vouloir conquérir le droit d'être considéré par les autres et de se considérer lui-même
comme un penseur conscient, fut instruit, dès les premières années de sa vie responsable, de ce que les hommes ont deux sortes de pensées. D'une part, le penser mental, s'exprimant par des mots ayant toujours un sens relatif, d'autre part, un penser propre à l'homme aussi bien qu'à tous les animaux, et que je nommerais le penser par forme. Ce penser par forme doit servir à percevoir le sens exact de tout écrit et à l'assimiler après confrontation consciente avec les informations antérieurement acquises. Il se constitue chez les hommes sous l'influence des conditions géographiques, du lieu de résidence, du climat, de l'époque et en général du milieu dans lequel ils se trouvent depuis leur venue au monde jusqu'à leur majorité. Par conséquent, dans le cerveau des hommes, suivant leur race et leurs conditions d'existence, et suivant la région où ils vivent, se constitue, au sujet d'un même objet, d'une même idée ou d'une même conception, une forme particulière tout à fait indépendante qui provoque en l'être, pendant le déroulement des associations, une sensation définie, laquelle déclenche une image subjective précise. Et cette image s'exprime par un certain mot qui ne lui sert que de support extérieur subjectif. C'est pourquoi tel mot, se rapportant à une seule et même chose, ou à une seule et même idée, acquiert, chez des hommes vivant dans des contrées différentes ou appartenant à des races différentes, un contenu intérieur bien déterminé et tout différent. En d'autres termes, lorsque, dans la présence d'un homme qui a vu le jour et a grandi dans telle ou telle région, se fixe une certaine forme, résultat d'influence et d'impression spécifiques locales, cette forme suscite en lui, par association, la sensation d'un contenu intérieur défini et, par conséquent, une image ou une conception définie, qu'il exprime par le mot qui lui est devenu habituel et, comme je l'ai dit, déjà subjectif. Mais celui qui l'écoute, et en l'être duquel, par le fait des conditions différentes de sa venue au monde et de sa croissance, s'est constitué au sujet de ce mot une forme d'un contenu intérieur différent, lui donnera toujours un sens entièrement différent. On peut d'ailleurs le constater en observant avec impartialité un échange d'opinions entre personnes de races différentes ou formées depuis l'enfance en des pays différents. Or donc, joyeux et téméraire candidat à l'achat de mes élucubrations, puisque je vous ai prévenu que je n'écrirai pas comme le font en général les écrivains de profession, mais d'une autre façon, je vous conseille de réfléchir sérieusement avant de vous embarquer dans la lecture des exposés qui suivront. Sinon, je crains que vos oreilles et vos autres organes percepteurs et digestifs ne soient si bien dressés et automatisés au langage des lettrés qui règnent sur terre et de nos jours, que la lecture de mes ouvrages ait sur vous une action mais très cacophonique, ce qui pourrait vous faire perdre, savez-vous quoi? L'appétit pour votre plat favori ainsi que le plaisir qui chatouille vos entrailles à la vue de la petite brune qui passe. Que mon langage, ou plutôt ma façon de penser, puisse exercer pareille action, maintes expériences de mon passé m'en ont convaincu de tout l'être, autant qu'un âne de race peut être convaincu de la justice et de la légitimité de son entêtement. Je vous ai dit maintenant l'essentiel et je suis tranquille pour l'avenir. Si vous avez le moindre mécompte avec mes ouvrages, ce sera de votre faute exclusivement. Ma conscience à moi sera pure, aussi pure que celle, par exemple, de l'ex-empereur Guillaume. Sans doute pensez-vous que je suis, comme on dit, un jeune homme d'extérieur agréable et d'intérieur suspect, et qu'étant un écrivain novice, je cherche probablement à me singulariser dans l'espoir de devenir célèbre et peut-être même fortuné. Si vraiment vous pensez ainsi, eh bien, vous vous trompez fort. D'abord, je ne suis pas jeune, j'ai déjà tant vécu que j'ai mangé plus d'une vache enragée, pour ne pas dire tout le troupeau. Ensuite, je n'écris pas en vue de faire une carrière et pour me mettre sur mes pieds. Je ne compte pas sur cette profession qui, selon moi, donne à ceux qui l'exercent de nombreuses chances de devenir candidats directs à l'enfer. Si toutefois pareils gens peuvent perfectionner leur être jusque-là. Car tout en ne sachant rien eux-mêmes, ils écrivent toutes sortes de sornettes, et, acquérant automatiquement de l'autorité, ils développent chaque année davantage l'un des principaux facteurs d'affaiblissement du psychisme des hommes, déjà bien assez affaiblis sans cela. Quant à ma carrière personnelle, professionnelle, grâce à toutes les forces supérieures, inférieures et même, si vous le voulez, à celles de droite et de gauche, elle est faite depuis longtemps. Il y a beau temps que je me suis mis sur mes pieds, ma foi même sur de très bons pieds, et je suis convaincu qu'ils resteront solides durant de longues années, au grand dommage de tous mes ennemis passés, présents et futurs. Oui, il serait bon de vous faire part d'une idée qui vient de surgir en ma folle de cervelle. J'exigerai de l'imprimeur auquel je confierai ce livre que ce premier chapitre soit présenté de telle sorte qu'on puisse le lire sans avoir à couper les pages. Ainsi, chacun de vous saura
qu'il n'est pas écrit de la manière habituelle, c'est-à-dire pour favoriser dans le pensée du lecteur la floraison d'images excitantes et de rêves berceurs. Sans avoir à discuter avec le marchand, il pourra le rendre à son gré et se faire rembourser son argent, gagné peut-être à la sueur de son front. Et je me suis forcé d'agir ainsi, car je viens de me rappeler l'histoire de certains Kurdes de Transcaucasie dont j'entendis parler dans mon enfance. Chaque fois qu'un cas semblable me le remettait en mémoire, cette histoire provoquait en moi une impulsion longtemps inextinguible d'attendrissement. Et je pense qu'il sera très utile aussi bien pour moi que pour vous que je vous la raconte en détail. En effet, j'ai résolu de faire du sel de cette histoire, ou comme l'auraient dit les juifs d'affaires modernes, pur sang, de son tiesmès, l'un des principes fondamentaux de la nouvelle forme littéraire dont je veux faire usage pour atteindre le but que j'ai en vue. Ce Kurde transcaucasien partit un jour de son village pour se rendre à la ville où il avait affaire. Arrivé au marché, il aperçut un étalage de fruits de toutes sortes, fort joliment arrangés. Parmi tous les fruits exposés, il en remarqua certains, superbes par leur couleur autant que par leur forme. Il en fut si tenté, il eut un tel désir d'y mordre qu'il résolut, bien qu'il eût peu d'argent, d'acheter ne serait-ce qu'un seul de ces dons de la grande nature. Tout excité à cette idée, notre Kurde entra dans la boutique avec une désinvolture qui ne lui était pas habituelle, et, pointant son index calleux vers les fruits de son choix, il en demanda le prix au marchand. Celui-ci répondit qu'il coûtait 6 groches la livre. Trouvant que ce n'était pas cher pour des fruits aussi merveilleux, il en acheta toute une livre. Puis, ses affaires terminées, notre Kurde s'en retourna le jour même, à pied, vers son village. Il cheminait à la tombée du jour par monts et vallées, tout en percevant malgré lui l'aspect extérieur des parties enchanteresses du sein de la grande nature, notre mère à tous. Et comme il absorbait involontairement l'air pur, non empoisonné par les exhalaisons des villes industrielles, l'envie le prit tout à coup de se repaître aussi de nourriture ordinaire. S'asseyant alors sur le bord du chemin, il tira de son sac à provisions du pain, puis les fruits admirés qu'il se mit nonchalamment à manger. Lorsque, ô horreur, il se sentit tout en feu. Mais en dépit de la brûlure, notre Kurde continue à manger. Elle continuait à manger, cette infortunée créature bipède de notre planète, du seul fait de cette propriété spécifique de l'homme que je fus le premier à remarquer, et dont le principe, servant de base à la nouvelle forme littéraire que je crée, me mènera au but comme un phare directeur. Vous en saisirez bientôt, vous aussi, j'en suis sûr, le sens et la portée, selon le degré de votre compréhension, bien entendu, si vous lisez certains chapitres de mes ouvrages, à condition toutefois que vous vous risquiez à continuer cette lecture, à moins encore que vous n'en flairiez déjà quelque chose vers la fin de ce premier chapitre. Or, juste au moment où notre Kurde était envahi par le flot de sensations étrangères que suscitait en lui cet original festin au sein de la nature, passa sur le chemin un homme de son village, connu pour son bon sens et plein d'expérience. Il vit que le Kurde avait le visage en feu, que les larmes ruisselaient de ses yeux, mais qu'il n'y prenait pas garde tant il était occupé, comme absorbé par l'accomplissement d'un devoir suprême, à manger du véritable piment rouge. Il lui dit « Que diable fais-tu là ? Hé, triple idiot de Jéricho, tu veux donc être brûlé vif ? Jette ce produit insolite qui ne convient pas à ta nature. » Mais notre Kurde de répliquer « Ah non, je ne le jetterai pour rien au monde, je l'ai payé de mes derniers 6 groches. Dût mon âme en sortir de mon corps, je les mangerai jusqu'au bout. » Sur quoi notre Kurde résolu, il faut certes croire qu'il l'était, loin de jeter son piment rouge, se remit à le manger. Après ce que vous venez de lire, j'espère qu'en votre pensée commence à se faire jour l'association voulue, qui devrait finalement vous conduire, comme il arrive parfois de nos jours à certaines personnes, à ce que vous appelez compréhension. Et vous comprendrez alors pourquoi, moi, qui connais si bien cette propriété spécifique de l'homme, et me suis laissé si souvent attendrir par sa manifestation inévitable qui veut qu'après avoir payé pour quelque chose, on se croit obligé d'en jouir jusqu'au bout, je me suis animé tout entier à cette idée surgie en mon pensée, prendre toutes les mesures possibles pour vous éviter à vous, mon frère en esprit et en appétit, comme on dit, vous qui êtes habitué peut-être à lire n'importe quel livre pourvu qu'il soit écrit dans la langue des lettrés, d'apprendre qu'après avoir payé mes ouvrages, qu'ils ne sont pas écrits dans la langue ordinaire et qui vous est si confortable, et d'être obligé de les lire coûte que coûte jusqu'au bout. Tout comme notre pauvre Kurde de Transcaucasie se vit contraint de manger jusqu'au bout cet aliment qui l'avait séduit par sa seule apparence, le noble piment rouge qui, certes, lui, ne plaisante pas. Aussi,
Pour éviter toute méprise due à cette propriété humaine dont les données se fixent évidemment dans la présence de l'homme contemporain du fait qu'il va souvent au cinéma et qu'il ne rate aucune occasion de regarder de l'œil gauche les personnes de l'autre sexe, je veux faire imprimer mon introduction de la manière indiquée, en sorte que chacun puisse la lire sans couper les pages. Autrement, le libraire vous cherchera chicane, comme on dit, et se manifestera une fois de plus selon ce principe cher aux marchands qu'il formule de la manière suivante. Tu n'es qu'un crétin et non un pêcheur si tu rates le poisson qui a déjà mordu à l'hameçon. Et il refusera de reprendre un livre dont les pages auront été coupées. Je n'ai d'ailleurs aucun doute à cet égard. Je m'attends parfaitement à pareille malhonnêteté de leur part. Les données grâce auxquelles j'ai acquis la certitude de cette malhonnêteté de la part des libraires se constituèrent en moi au temps où, exerçant la profession de fakir indien, j'eus besoin pour élucider certaines questions ultra-philosophiques de connaître le processus associatif de manifestation du psychisme automatiquement construit des libraires contemporains et de leurs commis, pendant qu'ils refilent leurs livres aux clients. Sachant tout cela, et devenu depuis mon accident juste et scrupuleux à l'extrême, je ne peux que vous rappeler mon avertissement et même vous conseiller instamment de lire avec attention à plusieurs reprises ce premier chapitre avant de couper les pages du livre. Mais si, malgré cet avertissement, vous désirez connaître la suite de mes exposés, il ne me reste qu'à vous souhaiter de toute ma vraie âme un excellent appétit et à faire des vœux pour que vous digériez tout ce que vous aurez lu. À votre bonne santé, et non seulement à la vôtre, mais à celle de tous les vôtres. J'ai bien dit ma vraie âme, et voici pourquoi. J'ai souvent rencontré en Europe où j'ai vécu récemment des gens qui, à tout propos et hors de propos, aimaient à proférer des noms sacrés, réservés à la vie intérieure de l'homme, c'est-à-dire à jurer sans raison. De plus, comme je vous en ai fait l'aveu, je suis un partisan déclaré de la sagesse populaire, dont les dictons sont fixés depuis de longs siècles, et je le suis non seulement en théorie comme les hommes contemporains, mais en pratique. Or, parmi ces dictons, il en est un qui correspond parfaitement au cas présent. Pour vivre avec les loups, il faut hurler avec les loups. Ainsi donc, pour ne pas enfreindre la coutume établie en Europe, j'ai résolu de jurer moi aussi. En même temps, ne voulant pas désobéir au commandement qui nous a été donné par saint Moïse, « Tu ne troubleras pas en vain les noms sacrés », j'ai décidé de tirer profit d'une des curiosités de la dernière langue à la mode, je veux dire la langue anglaise, et chaque fois que l'occasion m'y oblige, je jure sur mon âme anglaise. Le fait est que, en cette langue, le mot âme et le mot semelle non seulement se prononcent, mais s'écrivent presque de la même façon. Je ne sais ce que vous en pensez, vous autres, demi-candidats à l'achat de mes ouvrages. Quant à moi, quel que soit le désir intellectuel que j'en ai, je ne puis empêcher ma singulière nature de se révolter contre cette manifestation des représentants de la civilisation contemporaine. Car enfin, comment peut-on désigner par le même mot ce qu'il y a en l'homme de plus élevé et de plus aimé du Créateur, notre Père commun, et ce qu'il y a chez lui de plus bas et de plus sale? Mais trêve de philologie. Revenons-en à la tâche essentielle de ce premier chapitre, qui est de secouer mes pensées poussiéreuses aussi bien que les vôtres, et de donner certains avertissements au lecteur. J'ai déjà établi en pensée le plan et l'ordre de mes exposés, mais quelle forme prendront-ils sur le papier? J'avoue que jusqu'ici mon conscient n'en sait rien. Cependant, mon instinct sent nettement que ce sera quelque chose de corsé, et qui aura sur la présence générale de tout lecteur une action analogue à celle du piment rouge sur le pauvre Kurde de Transcaucasie. Maintenant que vous connaissez l'histoire de notre Kurde, je regarde comme un devoir de vous faire certains aveux. Avant de continuer ce premier chapitre qui sert d'introduction à tout ce que je me propose d'écrire, je veux donc informer votre pur conscient, je veux dire votre conscient de veille, que, dans la suite de mes ouvrages, j'exposerai à dessein mes idées dans un tel ordre et selon une telle confrontation logique que l'essence de certaines conceptions réelles puisse passer automatiquement de ce conscient de veille que la plupart des hommes contemporains prennent par ignorance pour le vrai conscient, alors que moi j'affirme et prouve expérimentalement qu'il est fictif, à ce que vous appelez le subconscient, qui devrait être, selon moi, le vrai conscient humain. Et cela afin que ces conceptions subissent mécaniquement dans la présence générale de l'homme la transformation nécessaire, dont les résultats sous l'action de son pensée actif volontaire feront de lui un homme et non plus un simple animal unicérébral ou bicérébral. J'ai résolu d'agir ainsi pour que ce chapitre d'introduction, destiné à éveiller votre conscient, justifie pleinement sa mission, et qu'il ne touche pas seulement votre conscient fictif, comme je suis seul
jusqu'ici à l'appeler, mais aussi le vrai conscient, le subconscient selon vous, et qu'il vous force pour la première fois peut-être à penser activement. Dans la présence de tout homme se constituent, quelle que soit son éducation et son hérédité, deux conscients indépendants, n'ayant entre eux presque rien de commun, ni dans leur fonctionnement, ni dans leur manifestation. Le premier se constitue par la perception de toutes les impressions mécaniques accidentelles, comme de toutes les impressions délibérément produites par autrui, au nombre desquelles il faut ranger presque tous les mots qui ne sont en réalité que des sons vides. Le second se constitue soit à partir des résultats matériels antérieurement fixés, en l'homme, transmis par hérédité et intégrés aux parties correspondantes de sa présence générale, soit à partir de confrontations associatives intentionnellement effectuées sur ces mêmes données matérialisées. Ce second conscient humain, qui n'est autre que ce que vous nommez le subconscient, et qui est constitué, comme je viens de le dire, par les résultats matérialisés de l'hérédité, et par des confrontations volontairement réalisées, doit prédominer selon moi dans la présence intégrale de l'homme. Cette opinion se fonde sur des recherches expérimentales poursuivies pendant de longues années dans des conditions exceptionnellement favorables. Partant de cette conviction, qui n'est sans doute pour vous que la fantaisie d'un démon, il m'est impossible aujourd'hui, vous le voyez, de ne pas tenir compte de ce second conscient. Et je me sens même contraint par mon essence de construire ce premier chapitre de mes ouvrages, qui doit leur servir de préface, de telle façon qu'il aille toucher et tarabuster, de manière satisfaisante pour mon but, les notions accumulées dans vos deux conscients. Avec cette idée en tête, je commencerai par instruire votre conscient fictif de ce fait que, grâce à trois données psychiques singulières, cristallisées en ma présence générale au cours de mon âge préparatoire, je suis réellement unique en mon genre pour entortiller et empêtrer chez les gens que je rencontre toutes les notions et convictions qu'ils croient solidement fixées en eux. Tiens, je sens déjà que dans votre faux conscient, le vrai selon vous, tournoient comme des mouches aveuglées toutes les données léguées par tonton et maman, dont l'ensemble n'engendre en vous, en tout et pour tout, qu'une impulsion vraiment attendrissante de curiosité. Par exemple, vous voudriez savoir au plus vite pourquoi moi, espèce d'écrivain novice dont vous n'avez jusqu'à présent jamais remarqué le nom, pas même dans un journal, je suis en droit de me dire unique. Peu importe. Personnellement, je suis très content de voir surgir cette curiosité, ne serait-ce qu'en votre faux conscient, car je sais d'expérience que chez certaines personnes, cette tendance indigne de l'homme peut parfois changer de nature et se transformer en une impulsion méritoire que l'on nomme désir de savoir, qui favorise à son tour une meilleure perception et une compréhension plus juste de l'essence de l'objet sur lequel il arrive à l'homme contemporain de concentrer son attention. C'est pourquoi je consens, et même avec plaisir, à satisfaire cette curiosité surgie en vous. Écoutez donc, et tâchez de ne pas me décevoir, mais de justifier mes espérances. Mon originale personnalité, flairée déjà par certains individuums appartenant aux deux cœurs du tribunal suprême qui rend la justice objective, et sur terre par un nombre très limité de personnes, s'est édifiée sur trois données spécifiques fixées en moi au cours de mon âge préparatoire. La première devint, dès son apparition, le levier directeur de mon tout intégral, et les deux autres, les sources vivificatrices alimentant et perfectionnant la première. Cette première donnée se constitua en moi au temps où je n'étais encore qu'un marmot. Ma chère défunte grand-mère vivait encore, elle avait un peu plus de 100 ans. Au moment de sa mort, que le royaume des cieux lui appartienne, ma mère me conduisit vers son lit, comme il était alors d'usage, et tandis que je baisais sa main droite, ma chère grand-mère posa sa main gauche mourante sur ma tête et me dit d'une voix basse mais distincte. « Toi, l'aîné de mes petits-fils, écoute et souviens-toi toujours de mes dernières volontés. Dans la vie, ne fais jamais rien comme les autres. » Puis, elle fixa la racine de mon nez, et, remarquant probablement que je restais perplexe devant ces paroles, elle ajouta quelque peu fâchée d'un ton autoritaire. « Ou bien ne fais rien du tout, va seulement à l'école, ou bien fais quelque chose que personne ne fait. » Ayant dit, avec une impulsion évidente de mépris pour tout l'entourage et de digne conscience de soi, elle remit sans hésiter son âme entre les mains de sa fidélité l'archange Gabriel. Je pense qu'il sera intéressant pour vous, et peut-être même instructif, de savoir que tout cela produisit sur moi une impression si forte que, soudain,
je me sentis incapable de tolérer mes semblables, et qu'une fois sorti de la chambre où reposait le corps planétaire périssable, cause de ma venue au monde, je me faufilais tout doucement, en tâchant de passer inaperçu, dans la fosse où l'on tenait en réserve pendant le carême, le son et les pelures de pommes de terre pour les boueurs de la maison, autrement dit pour les cochons. J'y restais couché, sans boire ni manger, assailli par un tourbillon de pensées troublantes et embrouillées, écloses pour mon bonheur en quantité limitée dans mon cerveau d'enfant, jusqu'à ce que ma mère revînt du cimetière, et que ses pleurs, causés par la découverte de mon absence et par ses vaines recherches, m'eussent arraché à ma torpeur. Sortant alors de ma fosse, je demeurai quelques instants immobile, les mains tendues en avant, puis je me précipitai vers elle, m'accrochai fortement à ses jupes, et en trépignant, je me mis sans savoir pourquoi, à contrefaire le braiement de l'âne de notre voisin, le juge d'instruction. Pourquoi tout cela me fit-il une si forte impression? Pourquoi me suis-je conduit presque automatiquement de façon si étrange? J'y ai souvent réfléchi ces dernières années, surtout pendant les jours dits de mi-carême, mais jusqu'ici je ne l'ai pas encore compris. En attendant, je me demande si ce n'était pas parce que la chambre où se passait cette cérémonie, qui devait avoir une influence si énorme sur toute ma vie, était imprégnée jusque dans ses moindres recoins de l'odeur d'un encens spécialement importé d'un monastère du mont Athos, très renommé parmi les adeptes de toutes nuances de la religion chrétienne. Quoi qu'il en soit, les faits sont là. Dans les jours qui suivirent cet événement, mon état général ne subit rien de particulier, si ce n'est que je marchais plus fréquemment que d'habitude les pieds en l'air, c'est-à-dire sur les mains. Le premier de mes actes, qui fut nettement en désaccord avec les manifestations de mes semblables, mais sans qu'y participât mon conscient, pas plus d'ailleurs que mon subconscient, survint le 40e jour après le décès de ma chère grand-mère. Notre famille entière, parents proches et éloignés, et tous ceux qui tenaient en estime mon aïeul, elle jouissait d'ailleurs de l'affection de tous, étaient assemblés au cimetière, selon la coutume, pour célébrer sur sa dépouille mortelle une cérémonie appelée requiem. Soudain, sans rime ni raison, au lieu d'observer l'étiquette qui consiste chez les hommes de toutes les situations et de tout degré de moralité tangible et intangible à se tenir tranquille, comme accablé, avec une expression de tristesse sur le visage et même si possible les larmes aux yeux, je me mis à danser et gambader autour de la tombe en chantant « Paix sur l'âme du mort, c'était une petite femme, tout en or » et ainsi de suite. C'est depuis ce moment-là que, devant toute singerie, c'est-à-dire devant toute imitation des manifestations automatiques habituelles de l'entourage, surgit toujours dans ma présence quelque chose qui suscite ce que je nommerai maintenant une tendance impérieuse à ne rien faire comme les autres. À cet âge-là, par exemple, je me comportais ainsi. Si mon frère, mes sœurs et les enfants du voisinage s'exerçaient à attraper une balle de la main droite, en commençant par la jeter en l'air comme ils en ont tous l'habitude, moi, pour y arriver, je la faisais d'abord rebondir sur le sol avec force, puis la cueillais en l'air délicatement entre le pouce et le médius de la main gauche, non sans avoir au préalable exécuté une culbute. Lorsque les enfants descendaient une pente en luge la tête la première, je faisais moi ce qu'ils appelaient marche arrière. Ou encore, lorsqu'on nous distribuait des gâteaux d'Abraham, et qu'avant de les manger les autres se mettaient comme d'habitude à les lécher, sans doute pour se rendre compte du goût et pour faire durer le plaisir, moi je flairais d'abord ce pain d'épices de tous les côtés, parfois même je l'approchais de mon oreille, écoutais avec attention, et marmottais, presque inconsciemment sans doute, mais avec le plus grand sérieux, « C'est bien fait, va, c'est bien fait, ne t'empiffre pas, s'il te plaît. » Puis, m'accompagnant de quelques sons rythmés, je n'en faisais qu'une bouchée, l'avalant tout rond sans le savourer, et ainsi de suite. Le premier événement qui suscita en moi l'une des deux données devenues depuis lors les sources vivificatrices, qui animent et renforcent l'exhortation de ma défunte grand-mère, se produisit à l'âge où le marmot que j'étais se transforma en un jeune vaurien, modèle du candidat au titre de jeune homme d'extérieur agréable, mais d'intérieur suspect. Cet événement se produisit par hasard, à moins que ce ne fût par une disposition spéciale du destin, dans les circonstances suivantes. Un jour, aidé par de jeunes vauriens comme moi, je posais sur le toit de la maison voisine un lacet pour attraper des pigeons. Un des gamins, penché au-dessus de ma tête et qui m'observait attentivement, dit « Si c'était moi, je disposerais le nœud de crin de telle façon que le doigt du milieu du pigeon, le plus long, ne puisse pas s'y prendre, car notre maître de zoologie vient de nous l'expliquer, c'est dans ce doigt-là que se concentrent toutes les réserves de force du pigeon quand il se débat, et, naturellement, si ce doigt se prend dans la boucle, il la rompra sans peine.
À cette remarque, un autre gamin qui se tenait juste en face de moi et qui ne pouvait pas parler sans projeter des torrents de salive dans toutes les directions, se mit à nous arroser en grognant les paroles suivantes. Arrête ta machine à parler, sale bâtard, graine de Hottintot, ton maître n'est qu'un avorton comme toi. Admettons que toute la force physique du pigeon soit concentrée dans ce doigt du milieu, raison de plus pour s'arranger de telle sorte que ce soit ce doigt-là qui se fasse prendre dans le nœud. C'est alors que prendra toute son importance pour notre but, la capture de ces malheureuses créatures, les pigeons, certaines particularités innées chez tout porteur de cette chose visqueuse et molle, le cerveau, et que voici. Lorsque, sous l'action de nouvelles influences dont dépend l'insignifiant pouvoir de manifestation de ce cerveau, s'effectue selon les lois un changement de présence périodiquement nécessaire, le léger désarroi qui en résulte et dont la raison d'être est d'intensifier d'autres manifestations du fonctionnement général, détermine aussitôt un déplacement temporaire du centre de gravité de tout l'organisme dans lequel cette chose visqueuse ne joue qu'un rôle si réduit, ce qui produit souvent dans l'ensemble de ce fonctionnement des résultats inopinés, insensés jusqu'à l'absurde. Il lança ce dernier mot avec de tels jets de salive que mon visage semblait avoir été exposé à l'action d'un pulvérisateur de conception et de fabrication allemande pour teindre les étoffes de l'aniline. C'était plus que je n'en pouvais supporter, et sans me redresser, je me précipitai sur lui la tête la première, lui assénant un formidable coup au creux de l'estomac, ce qui l'étendit immédiatement sans connaissance. Je ne sais pas et je ne désire pas savoir quels résultats apparaîtront en votre pensée au récit du concours extraordinaire de circonstances que je vais vous décrire. Quant à moi, cette coïncidence contribua fortement à me faire croire que tous les événements qui se sont passés dans ma jeunesse et que je raconte ici, loin d'avoir été de simples effets du hasard, ont été créés à dessein par certaines forces étrangères. Voici les faits. J'avais été instruit dans ce genre de prouesse quelques jours à peine avant cet incident par un prêtre grec de Turquie. Persécuté par les Turcs pour ses opinions politiques, il avait dû s'enfuir de là-bas, et mes parents, à son arrivée en notre ville, l'avaient engagé comme répétiteur de grec moderne. Je ne sais sur quoi se fondaient les convictions politiques et les idées de ce prêtre grec, mais je me rappelle fort bien que dans toutes nos conversations, même quand il m'expliquait la différence entre les exclamations du grec ancien et celles du grec moderne, transparaissait clairement son désir de retourner au plus vite en Crète pour s'y manifester comme un vrai patriote doit le faire. Il faut bien l'avouer, je m'effrayais moi-même des résultats de ma dextérité, car ne connaissant pas encore l'effet d'un coup à cet endroit, je crus l'avoir tué. Tandis que j'éprouvais cette frayeur, un autre garçon qui m'avait vu faire, le cousin germain de cette victime de mon habileté à la riposte, poussé probablement par le sentiment de consanguinuité, bondit sur moi sans réfléchir et me frappa à tour de bras en plein visage. Les coups me firent voir 36 chandelles, comme on dit, cependant que ma bouche se remplissait d'une pâtée destinée au gavage artificiel d'un millier de poulets. Au bout de quelque temps, lorsque ces deux sensations insolites se furent un peu calmées, je sentis dans ma bouche un corps étranger. Je le retirai bien vite avec mes doigts, ce n'était ni plus ni moins qu'une dent de grande dimension et de forme singulière. Me voyant examiner cette dent extraordinaire, les gamins se groupèrent autour de moi, puis, au milieu d'un profond silence, se mirent à leur tour à la considérer avec la plus grande curiosité, tandis que ma victime, reprenant connaissance, se levait, et s'étant approchée de moi comme si de rien n'était, regardait elle aussi ma dent avec stupéfaction. Cette dent bizarre présentait 7 ramifications, à l'extrémité de chacune desquelles perlait, lumineuse, une goutte de sang. Et à travers chacune de ces gouttes transparaissait clair et distinct un des 7 aspects de manifestation du rayon blanc. Succédant à ce mutisme si singulier pour de jeunes vauriens comme nous, le vacarme habituel se donna libre cours et l'on décida avec force vocifération de se rendre à l'instant chez le barbier, arracheur de dents attitré, et de lui demander pourquoi cette dent était comme ça. Nous dégringolâmes tous du toit pour aller vers la boutique du barbier. Moi, le héros du jour, je marchais en tête, naturellement. Après un coup d'œil négligent, le barbier déclara que c'était tout bonnement une dent de sagesse et qu'elle était comme ça chez tous les humains de sexe masculin qui, avant d'avoir balbutié papa et maman, n'avaient bu d'autre lait que celui de leur mère et savaient du premier coup distinguer leur père d'entre de nombreuses personnes. Cet événement dont ma pauvre dent de sagesse fut pour ainsi dire la victime expiatoire eut un double effet. D'une part, mon conscience se pénétra dès lors en toute occasion de l'essence même des dernières volontés de ma défunte grand-mère, que le royaume des cieux lui appartienne. D'autre part, n'ayant pas eu recours à un dentiste diplômé pour faire soigner la cavité de ma dent, ce que je ne pouvais d'ailleurs faire, notre maison étant loin de tout centre de culture contemporaine, il s'y produisit une sorte de suintement chronique qui avait la propriété, comme me l'expliqua récemment un météorologue bien connu,
dont j'étais par hasard devenu l'ami intime à la suite de fréquentes rencontres dans les restaurants de nuit de Montmartre, d'éveiller une tendance impérieuse à rechercher les causes de tout fait réel de nature insolite. Et cette propriété, indépendante de mon hérédité, fit de moi peu à peu un spécialiste en l'art de scruter les phénomènes suspects de toutes sortes que je trouvais sur mon chemin. Et lorsque je me transformais, avec l'aide bien entendu de notre maître universel, l'impitoyable Héropas, c'est-à-dire le cours du temps, en ce type de jeune homme que j'ai déjà caractérisé, cette nouvelle propriété devint alors un foyer inextinguible de chaleur et de vie pour mon conscient. Le second facteur vivifiant qui assura la fusion définitive des dernières volontés de ma chère grand-mère avec les éléments constitutifs de mon individualité fut l'ensemble d'impressions que firent sur moi certaines informations touchant l'origine d'un principe qui devint par la suite, comme le démontra M. Allan Kardec au cours d'une séance absolument secrète de spiritisme, un des plus importants principes de vie pour les êtres peuplant toutes les autres planètes de notre grand univers. Ce principe universel de vie se formule ainsi. Quand on fait la fête, on la fait jusqu'au bout, y compris le porc et l'emballage. Comme ce principe a pris naissance sur la même planète que vous, où, disons-le tout de suite, vous passez votre temps à vous prélasser sur un lit de roses, quand ce n'est pas à danser le foxtrot, je ne me reconnais pas le droit de vous cacher les données que je possède à ce sujet, et qui vous feront comprendre certains détails de son apparition. Peu après que se fut implanté en ma nature le désir inconscient de connaître la cause des faits réels de toutes sortes, je me rendis pour la première fois au cœur de la Russie, dans la ville de Moscou. N'y trouvant rien qui pût satisfaire ce besoin de mon psychisme, je me livrai à des recherches sur les légendes et les dictons russes. Et un beau jour, était-ce par hasard ou en vertu d'une suite de circonstances objectivement conformes aux lois, j'appris ceci. Un Russe qui, pour son entourage, n'était qu'un simple marchand, dut se rendre, pour affaires, de sa ville de province dans la seconde capitale de son pays, Moscou, et son fils préféré, du fait sans doute qui ne ressemblait qu'à sa mère, le pria de lui rapporter un certain livre. Arrivé à Moscou, cet insigne auteur d'un principe universel de vie s'enivra jusqu'à la garde avec un de ses amis, de véritables vodkas russes comme il était et comme il est encore de rigueur là-bas. Et lorsque ces deux membres d'un des grands groupements contemporains de créatures bipèdes eurent vidé le nombre voulu de petits verres de ce délice russe, ils se lancèrent dans une conversation sur l'instruction publique, car il était de tradition de débuter par ce thème-là. Tout à coup, le marchand, se rappelant par association la commission de son fils, résolut d'aller sur-le-champ avec son ami acheter le livre demandé. Au magasin, après avoir feuilleté l'ouvrage qu'on venait de lui remettre, le marchand s'enquit de son prix. Le commis lui déclara que le livre coûtait 60 kopecks. Mais ayant remarqué que le prix indiqué sur la couverture n'était que de 45 kopecks, le marchand se mit à réfléchir d'une manière inusitée, surtout pour un Russe, puis, se livrant à une drôle de mimique avec ses épaules, se redressa en bombant le torse comme un officier de la garde, figé sur place, et après une légère pause, il dit tranquillement, mais sur un ton de grande autorité. « Le prix marqué ici est de 45 kopecks, pourquoi en demandez-vous 60 ?» Le commis, prenant la mine oléagineuse propre à tous les commis, répondit que le livre ne coûtait en effet que 45 kopecks, mais qu'il fallait bien le vendre 60 puisqu'il y avait eu 15 kopecks de frais de port et d'emballage. Sur cette réponse, notre marchand russe, fort embarrassé par ces deux faits contradictoires, et cependant clairement conciliables, parut en proie à quelque chose d'insolite. Levant les yeux au plafond, il se mit à réfléchir, mais cette fois comme un professeur anglais qui aurait inventé des capsules à l'huile de ricin, et soudain, se tournant vers son ami, il proféra pour la première fois au monde ces paroles, exprimant de par leur essence une vérité objective incontestable, et qui ont pris depuis lors caractère de sentence. Qu'à cela ne tienne, mon cher, nous prenons ce livre, aujourd'hui c'est égal, nous faisons la fête, et quand on fait la fête, on la fait jusqu'au bout, y compris le porc et l'emballage. Quant à moi, malheureux condamné à éprouver de mon vivant les délices de l'enfer, je demeurai longtemps, après cette découverte, dans un état étrange, tel que je n'en éprouvais jamais, ni auparavant ni plus tard. C'était comme si toutes les associations et émotions de sources diverses qui s'effectuent d'habitude en moi s'étaient mises à courir le derby, comme diraient les invétérins contemporains. En même temps, je subissais tout à la fois une intense démangeaison, presque insupportable, le long de la colonne vertébrale et au centre même de mon plexus solaire, des coliques également intolérables, et toutes ces bizarres sensations, qui se stimulaient les unes les autres, firent place, au bout d'un certain temps, à un état de calme intérieur que je n'éprouvais plus jamais par la suite, sauf le jour où l'on procéda sur moi à la cérémonie de la grande initiation dans la confrérie des faiseurs de beurre avec de l'air.
Lorsque mon moi, c'est-à-dire cette chose inconnue qu'un original de la plus haute antiquité, qualifié de savant par son entourage comme le sont encore aujourd'hui les gens de cette sorte, caractérise ainsi. Apparition relativement passagère, dépendant de la qualité de fonctionnement de la pensée, du sentiment et de l'automatisme organique, et qu'un autre savant célèbre de l'Antiquité, l'arabe Malhelhel, décrit à son tour comme le résultat conjugué du conscient, du subconscient et de l'instinct. Définition empruntée par la suite, soit dit en passant, par un savant grec non moins célèbre, du nom de Xénophon. Lorsque mon moi, dis-je, eut tourné son attention ahurie vers l'intérieur, je constatai d'abord très clairement que tout ce qui m'avait permis de comprendre jusqu'au moindre mot cette sentence, reconnue comme un principe universel de vie, s'était converti en moi en une substance cosmique particulière, laquelle, fusionnant avec les données cristallisées auparavant par les dernières volontés de ma chère grand-mère, s'était à son tour transformée en une certaine chose, et que cette certaine chose, pénétrant toute ma présence, s'était fixée pour toujours en chaque atome qui la constitue. En second lieu, mon malheureux moi ressentit nettement et reconnut avec un sentiment de soumission cette affligeante certitude que, dès lors, je devrais toujours et en tout, sans exception, me manifester selon cette propriété qui s'était formée en ma présence, non pas d'après les lois de l'hérédité, ni sous l'influence des conditions environnantes, mais sous l'action des trois causes extérieures accidentelles n'ayant rien de commun les unes avec les autres, à savoir les exhortations d'une personne qui avait été, sans que j'en aie eu le moindre désir, la cause passive de la cause de mon apparition en ce monde, ma dent cassée par une espèce de petit vaurien, et encore parce que son cousin était baveux, enfin la sentence sortie de la bouche avinée d'un personnage qui m'était complètement étranger, un certain marchand russe. Avant de connaître cet universel principe de vie, si je me manifestais autrement que tous les animaux bipèdes mes semblables, qui voient le jour et végètent sur la même planète que moi, je le faisais de manière automatique et quelquefois seulement à moitié consciente. Mais après cette découverte, je me mis à le faire consciemment, avec la sensation instinctive de deux impulsions confondues, la satisfaction de soi et la conscience de soi née de l'accomplissement loyal et correct de mon devoir envers la mère nature. Je dois même insister sur le fait qu'avant cet événement, bien que je ne fisse rien comme les autres, mon comportement n'attirait pas spécialement les regards. Mais à partir du moment où ma nature eut assimilé l'essence de ce principe, toutes mes manifestations, qu'elles fussent volontaires, dirigées vers un but ou simplement destinées à passer le temps, acquirent une grande force de vie et favorisèrent la formation de durillons sur les divers organes percepteurs de toutes les créatures mes semblables, sans exception, lorsqu'elles portaient directement ou indirectement leur attention sur ce que je faisais. D'autre part, pour obéir aux dernières volontés de ma défunte grand-mère, je poussais mes actes jusqu'à leur extrême limite, et je pris l'habitude au début de toute affaire nouvelle, et chaque fois qu'elle se modifiait, en prenant bien entendu de l'extension, de toujours prononcer, que ce soit mentalement ou à voix haute, cette formule. Si tu fais la fête, fais-la jusqu'au bout, y compris le port et l'emballage. À présent, par exemple, puisque pour des raisons qui ne dépendent pas de moi mais de certaines conditions fortuites et singulières de ma vie, je suis obligé d'écrire des livres, je ne peux le faire qu'en me conformant aux principes déterminés peu à peu par d'extraordinaires concours de circonstances et qui s'est identifié à chaque atome de ma présence générale. Cette fois, je mettrai en pratique ce principe psycho-organique de la façon suivante. Au lieu de suivre la coutume des écrivains qui est depuis des siècles de prendre pour thème de leurs ouvrages de prétendus événements qui se seraient déroulés ou se dérouleraient aujourd'hui sur la Terre, je prendrais, moi, des événements à l'échelle du monde entier. En ce cas-là, encore, quand on prend, c'est-à-dire quand on fait la fête, on la fait pour de bon. À l'échelle de la Terre, n'importe qui peut écrire, mais moi je ne suis pas n'importe qui. Comment pourrais-je me limiter à notre terre de rien d'un point de vue objectif? Non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas prendre pour thème de mes ouvrages l'un de ceux que prennent en général les autres écrivains, et je ne le peux pas pour cette seule raison que si ma grand-mère l'apprenait, après tout les affirmations de nos savants spirites ne sont peut-être pas tout à fait inexactes, vous représentez-vous ce qui lui arriverait à ma chère grand-mère? Elle se retournerait dans son cercueil, comme on dit, non pas une fois, mais telle que je la connais depuis que je suis devenu un as dans l'art de me mettre dans la peau d'un autre, un grand nombre de fois, tant de fois même qu'elle risquerait d'être changée en girouette irlandaise. Quant à vous, mes lecteurs, soyez sans inquiétude. Je parlerai aussi de la Terre, mais d'un point de vue si impartial que cette relativement petite planète, avec tout ce qu'elle porte, aura dans mon livre une place correspondant à celle qu'elle occupe en réalité, et godaberai votre scène logique, dans la mesure bien entendu où je lui sers de guide, elle doit occuper dans notre grand univers. De même pour les héros.
il me faudra naturellement présenter dans mes ouvrages des types différents de ceux que décrivent et exaltent sur terre les écrivains de tout rang et de toute époque, différents des héros dans le genre de ces Jean, Jacques ou Paul, nés par mégarde, qui pendant le processus de leur préparation à une existence responsable, n'acquièrent rien de ce que doit posséder une créature à l'image de Dieu, c'est-à-dire un homme, et ne développent progressivement en eux jusqu'à leur dernier souffle que des charmes divers tels que lubricité, bave, amourachement, perfidie, sensiblerie de cœur, envie et autres vices indignes de l'homme. J'ai l'intention de prendre pour héros de mes ouvrages des types que l'on devra bon gré mal gré ressentir de tout l'être comme réels, et à l'égard desquels devra inévitablement se cristalliser chez le lecteur la notion que chacun d'eux est vraiment quelqu'un et non pas n'importe qui. Pendant ces dernières semaines, tandis que j'étais encore au lit, physiquement épuisé, esquissant en pensée le programme de mes ouvrages et méditant la forme et l'ordre de leur exposé, je décidai de prendre pour héros principal de la première série, savez-vous qui? Le grand Belzébuth en personne. Et cela sans tenir compte de ce que mon choix pourrait dès le début provoquer dans le pensée de la plupart des lecteurs, des associations d'idées qui susciteraient en eux toutes sortes d'impulsions automatiques contradictoires, issues d'un ensemble de données nécessairement constituées dans le psychisme des hommes en raison des conditions anormalement établies de leur existence extérieure, et cristallisées en eux grâce à leur fameuse morale religieuse, ce qui ne manquerait pas de se traduire par une hostilité inexplicable à mon égard. Savez-vous, lecteur, si, malgré mon avertissement, vous vouliez vous risquer à prendre connaissance de la suite de cet ouvrage, à vous efforcer de l'assimiler dans un esprit d'impartialité et à comprendre l'essence même des questions que j'ai l'intention d'éclaircir, je me propose, pour tenir compte de cette particularité psychique innée à l'homme, selon laquelle le bien ne peut être perçu par lui sans opposition que dans la mesure où s'établit un lien de sincérité et de confiance mutuelle, de vous confesser dès maintenant en toute franchise les associations qui se sont faites en moi pour constituer peu à peu dans la sphère appropriée de mon conscient certaines données qui ont suggéré à mon individualité de choisir comme héros principal de mes ouvrages un individuum tel que M. Belzébuth, avec tout ce qu'il représente à vos yeux. Cela n'a pas été sans ruse. Ma ruse consiste simplement à escompter, en toute logique, que si je lui prête une telle attention, il voudra sûrement, je n'ai aucune raison d'en douter jusqu'à présent, me témoigner sa reconnaissance en m'assistant par tous les moyens à sa portée dans les ouvrages que j'ai l'intention d'écrire. Bien que M. Belzébuth soit fait, comme on dit, d'une autre pâte, il possède tout de même, je l'ai appris il y a longtemps, par les traités d'un célèbre moine catholique, le frère Foulon, une queue bouclée. Or, l'expérience m'a formellement convaincu que ce qui est bouclé n'est jamais naturel, et ne peut se tenir que par des manipulations variées. D'où je conclus, selon la scène logique, formée en mon conscient par la lecture de livres de chiromancie, que M. Belzébuth doit avoir lui aussi une bonne petite dose de vanité. Comment pourrait-il donc ne pas aider celui qui fera de la réclame à son nom? Ce n'est pas pour rien que notre incomparable maître commun, Mullah Nassereddin, dit fréquemment « Sans graisser la patte, pas moyen de vivre à l'aise nulle part, ni même de respirer. » Et un autre sage terrestre, du nom de Till Eulenspiegel, qui édifia lui aussi sa sagesse sur la grosse bêtise des hommes, exprime la même idée en ces termes. Sans graisser les roues, pas moyen de partir. Connaissant cette maxime de la sagesse populaire et bien d'autres encore élaborées par des siècles de vie commune, j'ai résolu de graisser la patte de M. Belzébuth, qui dispose, comme chacun sait, de moyens et de sciences à profusion. Halte, vieux. Toute plaisanterie à part, fût-elle philosophique, tu sembles avoir violé par tes digressions l'un de tes plus importants principes, celui dont tu as fait la base du système destiné à réaliser tes rêves au moyen de ta nouvelle profession. Ce principe consiste à ne jamais oublier l'affaiblissement de la fonction du penser chez le lecteur contemporain et, tenant compte de ce fait, à ne pas le fatiguer en le forçant à absorber de multiples idées dans un court espace de temps. Lorsque je demandais à l'une des personnes toujours fourrées à mes côtés dans l'espoir de mériter ainsi d'entrer au paradis avec leurs bottes, de me lire d'une seule traite, à haute voix ce que j'avais écrit dans ce premier chapitre, mon moi, soutenu bien entendu par les nombreuses données fixées en mon psychisme original au cours de ma vie passée, et qui me permirent entre autres de comprendre le psychisme de créatures de types variés, mais semblables, mon moi, dis-je, constata et reconnut formellement que ce premier chapitre susciterait à coup sûr dans la présence générale de tout lecteur, quel qu'il soit, certaines choses provoquant automatiquement une hostilité marquée à mon égard. À vrai dire, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus en ce moment. Ce qui me préoccupe,
c'est le fait constaté vers la fin de la lecture que dans l'ensemble de ce chapitre, ma présence intégrale, à laquelle mon moi prend une part très restreinte, s'était manifestée contrairement à ce commandement du maître universel que je respecte entre tous, Mullah Nasreddin. Ne fourre jamais ton bâton dans un nid de guêpe. Mais les mois qui avaient envahi le système dont dépend mon sentiment, lorsque j'eus reconnu que le lecteur devrait inévitablement éprouver de l'animosité à mon égard, s'apaisa soudain, dès que mon pensée se fut rappelé cet ancien proverbe russe. Il n'est point de mal que le temps ne broie comme un grain pour lui faire donner sa farine. Depuis lors, non seulement les mois provoqués en ce système par la conscience de la désobéissance au commandement de Mullah Nasreddin ne me troublent plus le moins du monde, mais un bizarre processus s'est déclenché en mes deux âmes récemment acquises, sous forme de violentes démangeaisons, et augmente peu à peu jusqu'à me donner des douleurs presque intolérables dans la région située un peu au-dessous du côté droit de mon plexus solaire, lequel souffre déjà bien assez d'hyperfonctionnement sans cela. Attendez, il me semble que ce processus se calme à son tour, et que des profondeurs de mon conscient, disons en attendant de mon subconscient, commence à surgir tout ce qu'il faut pour me convaincre qu'il va cesser complètement, car je viens de me souvenir d'un autre exemple de sagesse populaire, et ce dernier me fait considérer que si je me suis conduit au mépris des avis de l'estimable Mullah Nasreddin, en revanche j'ai agi, sans préméditation, conformément au principe d'un personnage des plus savoureux, dont la renommée sans doute ne s'est pas étendue très loin, mais qui demeure inoubliable pour quiconque l'a rencontré ne serait-ce qu'une fois. Je veux parler de ce pur joyau, Carapet de Tiflis. Après tout, ce chapitre introductif est déjà devenu si long qu'il n'y aura pas grand mal si je l'allonge encore pour vous parler de cette archi-sympathique Carapet de Tiflis. Il y a quelque 30 ou 35 ans de cela, le dépôt de la gare de Tiflis avait un sifflet à vapeur. Chaque matin, il réveillait les ouvriers de la voie ferrée et les employés du dépôt. Comme la gare de Tiflis est située sur une colline, on entendait le sifflet dans presque toute la ville. Et il réveillait non seulement les employés de chemin de fer, mais les autres habitants. Il me semble que les services municipaux de Tiflis avaient même échangé toute une correspondance avec l'administration du chemin de fer au sujet du trouble apporté au sommeil matinal des paisibles citoyens. L'obligation de faire fonctionner le sifflet était dévolue à ce Carapet, alors employé au dépôt. Le matin, quand il arrivait, avant d'attraper la corde qui commandait le sifflet, il brandissait les bras dans toutes les directions en criant solennellement à plein poumon, tel un moullah mahométan du haut de son minaret. « Votre mère est une votre père est un votre grand-père est le plus grand des que vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre rate, votre foie, vos durillons... » Bref, il lançait à la ronde toutes les injures qu'il connaissait, et après cela seulement, il empoignait la corde. Ayant entendu parler de ce Carapet et de son habitude, j'allais le voir un soir, après la fermeture, avec une outre remplie de vin de Cacchetti, et après avoir accompli le rituel des toasts en honneur là-bas, je lui demandai, en y mettant la forme bien entendu, selon le code local des amabilités, pourquoi il agissait ainsi. Il but son verre d'une lampée, et après avoir chanté une fameuse chanson à boire de rigueur en Géorgie, « Bouffons encore les gars », il me répondit sans se presser. Vous ne buvez pas le vin à la manière moderne, c'est-à-dire pour faire semblant, mais vous buvez honnêtement. Cela me montre déjà que si vous cherchez à connaître mon habitude, ce n'est pas par curiosité, comme nos ingénieurs et nos techniciens qui me harcèlent de questions, mais par vrai désir de savoir. Par conséquent, je veux, et je considère même que je dois vous confesser franchement les scrupuleuses réflexions qui m'y ont amené. Auparavant, je travaillais de nuit au dépôt, en qualité de manœuvre, pour laver les chaudières des locomotives. Mais lorsqu'on eut installé le sifflet à vapeur, le chef du dépôt, sans doute en raison de mon âge et de mon incapacité aux travaux de force, m'assigna comme seule occupation de venir, matin et soir, à heure fixe, mettre en marche ce sifflet. Dès la première semaine de mon nouveau service, je remarquai qu'après avoir rempli mon obligation, pendant 1 heure ou 2, je me sentais tout chose. Un drôle de sentiment. Il grandissait chaque jour et finit par se transformer en une angoisse instinctive qui me fit perdre tout appétit, même pour la soupe à l'oignon. J'y pensais et repensais sans cesse pour tâcher d'en deviner la cause. Je ruminais la question avec une intensité particulière en arrivant à mon travail ou en le quittant. Mais, malgré tous mes efforts, je ne trouvais aucune explication, même approximative. Les choses duraient ainsi depuis près de 6 mois, et le frottement de la corde avait rendu la paume de mes mains dure comme du vieux parchemin, quand soudain,
par le plus grand des hasards, je compris ce qui se passait. Le choc qui ouvrit ma compréhension et me conduisit à une conviction inébranlable me fut donné par une exclamation que j'entendis dans les circonstances suivantes, assez bizarre, ma foi. Un beau matin, n'ayant pas dormi mon content, parce que j'avais passé une partie de la nuit chez des voisins qui fêtaient le baptême de leur 9e fille, et l'autre partie à lire un livre rare et très intéressant intitulé « Les rêves et la sorcellerie », tombé par hasard entre mes mains, je me dépêchais d'aller envoyer la vapeur quand j'aperçus tout à coup, au coin d'une rue, un infirmier de ma connaissance, attaché au service sanitaire de la ville, qui me faisait signe de m'arrêter. La fonction de cet infirmier consistait à parcourir à certaines heures les rues de la ville avec un assistant, poussant un chariot spécialement aménagé, et à capturer au passage tous les chiens errants dont les colliers ne portaient pas la plaque de métal délivrée par la ville de Tiflis contre paiement de la taxe. Il amenait ensuite ces chiens à l'abattoir où ils étaient gardés pendant 2 semaines aux frais de la ville et nourris des détritus de l'abattoir. Si dans ce délai ils n'avaient pas été réclamés par leur maître, et si la taxe n'avait pas été payée, ces chiens étaient chassés en grande pompe vers une issue qui conduisait directement à un four spécial. Peu après, de l'autre côté de ce four remarquable et salutaire, s'écoulait avec un murmure enchanteur, au grand profit de notre municipalité, une certaine quantité de graisse d'une idéale pureté et d'une transparence parfaite, destinée à la fabrication des savons, et peut-être encore à autre chose, tandis que d'autre part se déversait avec des bruits non moins enchanteurs un flot de substances très utiles comme engrais. Mon ami l'infirmier attrapait les chiens par un procédé des plus simples et d'une ingéniosité merveilleuse. Il s'était procuré un vieux filet de pêche de grande dimension qu'il portait plié d'une certaine manière sur sa puissante épaule pendant les expéditions qu'il entreprenait pour le bien de l'humanité dans les quartiers malfamés de notre ville. Et lorsqu'un de ces chiens sans passeport tombait dans le champ de perception de ses yeux clairvoyants, terrible pour toute la gent canine, lui, sans se presser, s'approchait furtivement du chien, avec la douceur de la panthère, et, saisissant le moment où l'animal marquait de l'intérêt ou de l'attirance pour quelque chose, il jetait son filet sur lui et l'y entortillait habilement. Après quoi, tirant près de lui le chariot sur lequel était placée une cage, il détortillait le chien de manière à l'y enfermer. Au moment où mon ami l'infirmier m'arrêta, il était justement en train de surveiller sa victime. Il guettait le moment propice pour jeter son filet sur un chien qui remuait la queue en arrêt devant une chienne. Il se préparait à le faire quand tout à coup la cloche de l'église voisine sonna, appelant les habitants à la messe du matin. Effrayé par ces sons inattendus retentissant dans le silence matinal, le chien fit un bond de côté puis se mit à courir comme un fou, ventre à terre, le long de la rue déserte. Alors l'infirmier, pris d'une colère qui s'étendait jusqu'au poil de l'aisselle, jeta son filet sur le trottoir et, crachant par-dessus son épaule gauche, s'écria « Ah, les diables, c'était bien le moment de sonner !» Dès que l'exclamation de l'infirmier parvint à mon appareil de compréhension, de nombreuses pensées se pressèrent en ma tête qui m'amenèrent finalement à une vision correcte, selon moi, de la raison pour laquelle j'étais en proie à cette angoisse instinctive. Après cette découverte, j'éprouvai aussitôt une forte contrariété de ce que cette idée si simple et si limpide ne me fût pas venue plus tôt à l'esprit. Je sentais de tout mon être que mon intervention dans la vie publique devait nécessairement donner pour résultat la sensation que subissait ma présence depuis 6 mois. En effet, tout homme tiré de son doux sommeil matinal par le cri strident du sifflet à vapeur ne peut manquer de m'injurier à tort et à travers, moi, à cause de cette infernale cacophonie, ce qui fait sans aucun doute affluer de toutes parts vers ma personne les vibrations d'innombrables souhaits malveillants. Ce fameux jour, après avoir rempli mon obligation, j'allais m'asseoir, en proie à mon état habituel, dans le bistrot voisin. Tout en mangeant mon casse-croûte, je réfléchissais, et j'en vins à la conclusion que si j'injuriais à l'avance tous ceux que mon service semblait atteindre d'une manière révoltante dans leur bien-être, ces gens qui se trouvaient dans la sphère de l'idiotie, c'est-à-dire, comme on l'expliquait dans le livre que j'avais lu la veille, entre le sommeil et l'assoupissement, auraient beau m'injurier à volonté, cela n'aurait plus alors aucun effet sur moi. Et je dois dire que depuis lors, jamais plus je ne ressens cette angoisse instinctive. Cette fois-ci, patient lecteur, il me faut bien en finir avec ce chapitre d'introduction. Il ne me reste plus qu'à signer. Celui qui... Halte, espèce de monstre, on ne plaisante pas avec une signature. Rappelle-toi comment, dans un pays d'Europe centrale, on t'a obligé à payer 10 ans de location pour une maison que tu n'avais habitée que 3 mois pour la seule raison que tu avais signé de ta propre main un papier par lequel tu t'engageais à renouveler le bail chaque année.
et combien d'autres expériences du même genre. Après cela, bien entendu, je dois être très très prudent en ce qui concerne ma signature. Suffit. Celui qu'on appelait Taata dans son enfance, le basané dans sa jeunesse, plus tard le grec noir dans les années de sa maturité, le tigre du Turkestan, et qui aujourd'hui n'est pas n'importe qui, mais monsieur ou Mister Gurdjieff en personne, ou encore le neveu du prince Mukranski, ou tout simplement le maître de danse